Aujourd'hui, quand vous êtes dans ce monde de l'ESS, vous n'avez quasiment aucune façon d'échapper aux contraintes et aux questions qu'on vous pose sur votre modèle économique. Là où il y a encore 10 ans, 15 ans, on vous demandait ce que vous apportiez à la société et éventuellement la subvention pouvait se négocier dans ce champ-là. Dans le monde des ONG, on a à peu près le même virement qui arrive puisque les bailleurs de fonds sont acculturés, là aussi, à cette culture de j'ai énormément de sollicitations, j'ai besoin de comprendre où est-ce que je vais avoir le plus d'impact à travers mon financement et donc j'ai besoin de comprendre où va se jouer la création de valeur, l'utilité sociale qui va être générée par les activités. Dans la sphère non lucrative, et donc dans ce qui va concerner aussi les ONG, on va toujours regarder cette notion de valeur. Et la valeur, elle ne va pas être regardée uniquement sur la question économique, elle va être regardée sur une exception très large, en quoi on produit la valeur sociale, environnementale, sociétale à travers la démarche qu'on réalise. Et donc j'ai la même contrainte, combien coûte ce que je produis et quelles sont l'ensemble des compétences, des ressources, des activités, des partenariats que je dois mobiliser pour être en capacité de les produire. Évidemment, les natures de relations ne sont pas les mêmes, mais on peut garder exactement le même cadre réflexif avec du coup cette question de qu'est-ce que je propose comme plus-value, comment je la produis et comment se gère mon équilibre budgétaire. Mon objectif en tant qu'ONG, évidemment, n'est pas de pouvoir maximiser le profit, c'est de maximiser mon impact social, mon utilité sociale. Ce qui nous a motivés pour faire ce travail, c'est d'abord le fait qu'on était à un moment de notre évolution où on avait travaillé beaucoup sur notre projet associatif et ça c'est important, c'est-à-dire qu'on était au clair aussi, on avait fait tout un travail avec les bénévoles, le conseil d'administration qui s'était renforcé et l'équipe salariée sur notre projet associatif et on s'est dit que c'était aussi maintenant le moment donc de travailler sur notre modèle économique pour savoir si ce modèle nous permettrait aussi de poursuivre, de pouvoir atteindre en fait nos objectifs et les ambitions qui étaient les nôtres. Je rejoins Annabella sur le fait que notre vision et notre projet associatif était déjà très mûr, donc ce qui nous a permis d'enclencher une réflexion beaucoup plus sereinement. Le modèle économique, c'est un élément qui est essentiel dans votre organisation, mais ce n'est pas le point de départ d'un projet. L'enjeu initial, c'est bien d'être au clair sur quelle est la problématique que l'on vise et quelle vision on porte sur ce regard-là. Et c'est bien parce qu'à un moment on a des visions, des valeurs, des approches et des sensibilités spécifiques que les activités qu'on va être amené à mener vont être différentes. On ne va pas forcément mettre les mêmes priorités ou le même ordre des choses. Et de ces activités réalisation vont dépendre l'ensemble des résultats et des impacts qu'on va être en capacité de générer. Et donc on a un cadre stratégique qui influence un modèle économique qui va avoir des incidences sur les impacts générés. Est-ce que notre modèle économique est le bon? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout changer? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre d'autres directions? La réelle motivation, en fait, elle a été purement humaine. En fait, ça a été de créer des zones de confort entre nos projets et les besoins associés, bien sûr, et puis nos valeurs et ce qu'on était prêt à faire pour des ressources ou pas prêt à faire, ou de qui on était prêt à recevoir et de qui on n'était pas prêt à recevoir. En fait, on est parti sur un accompagnement externe, notamment du fait que la situation, le point de départ n'était pas forcément complètement clair sur le positionnement de nos magasins au sein du modèle associatif. On va dire qu'il y avait des différences de lecture au sein des différents organes de gouvernance et c'était important finalement d'avoir aussi un regard externe et un accompagnement externe qui permet de sortir un petit peu des tabous potentiels sur le sujet. On travaille en intelligence collective, donc la sociocratie elle est vraiment au cœur de notre façon de fonctionner. L'aspect humain pour nous est très important. Il a fallu aussi mettre en place une équipe. C'était important d'avoir des membres de l'équipe des magasins, que ce soit des salariés, des bénévoles, mais aussi du CA, mais aussi des membres de l'équipe salariée du siège et bien sûr de la direction. Et ça a permis au départ une grosse phase d'état des lieux qui a été même plus conséquente que ce qu'on avait imaginé au départ, pour pouvoir aller vers une logique de remise à plat des objectifs des magasins. C'est quoi la raison d'être des magasins au sein d'Oxfam France? On a eu une première phase assez complète de collecte des attentes de nos différentes communautés internes. Ensuite, on a une seconde phase, beaucoup plus de brainstorm pour imaginer tout le champ des possibles, que ce soit en termes de ressources associées à nos projets de croissance, avant ensuite de rentrer dans cette fameuse réflexion adéquation de nos valeurs
aux moyens qui seraient nécessaires à aller chercher pour réaliser des projets. Le travail qui est réalisé nous donne un certain nombre d'outils. Je pense que la gestion des priorités, ça a été quelque chose vraiment de très important. En fait, ça nous a fait nous questionner sur la notion de croissance. Quelle croissance on souhaite pour l'organisation, et ça nous a fait très vite sortir de la notion de croissance quantitative pour vraiment aller sur la notion de qualité, que donc on visait beaucoup plus de travailler sur l'exemplarité des projets et d'être en capacité de dupliquer ensuite sur d'autres associations, d'autres projets communautaires, sans que ce soit nous-mêmes qui les portions. Cette notion de croissance qualitative, c'est un peu ce qu'on en a retiré aussi et qui nous guide maintenant un petit peu dans les étapes suivantes de l'association. À la fin de l'accompagnement, les choses étaient assez claires. On savait ce qu'il fallait faire. Ça nous a permis de faire des choix qui ont été assez faciles à faire parce que la démarche, elle avait été collective, parce qu'on avait réfléchi ensemble, parce qu'on avait un plan d'action avec un calendrier. Les résultats, ça a été aussi de faire ces choix sans les faire à contre-cœur. Je rejoins ce qui a été dit sur le fait d'avoir une vision extérieure qui nous montre aussi qu'on n'est pas seul, qui nous montre aussi qu'il n'y a pas un modèle à suivre, mais que notre singularité, c'est ce qui fait aussi notre force. Donc ça nous a aussi motivés. Les résultats, c'est une motivation, se dire qu'on a fait sans doute les bons choix. On a aussi réussi à développer l'association. On a réussi à multiplier des demandes de financement et de ne plus être dépendant à un bailleur seulement. L'idée, c'était pas non plus de multiplier les projets, d'avoir de très nombreux salariés, d'avoir beaucoup plus de financement, mais d'avoir aussi un développement qui nous ressemble. Un des résultats économiques qui est un peu moins fort et moins important, ça a été la recréation d'un lien fort avec, on va dire, une réflexion gouvernance, siège, CA et les différentes composantes du territoire, notamment nos militants sur le territoire et nos magasins avec leurs salariés et leurs bénévoles. Donc ça a été un moment vraiment important pour cette mise en place d'une nouvelle dynamique. Ça a permis aussi en termes de résultats d'avoir une vision claire de la performance économique de nos magasins. On a aussi remis très clairement les objectifs des magasins, ce qui est un résultat important. Et puis la cerise sur le gâteau, en termes de résultats, c'est qu'on a ouvert un nouveau magasin dans cette période. Il y avait une attente de solutions et en fait qui n'était pas vraiment pertinente. En fait, cet accompagnement et cette réflexion, elle nous a vraiment éclairé sur des scénarios de croissance et donc pour chaque scénario de croissance, des moyens nécessaires et des outils à mettre en place pour chaque scénario. Donc, elle nous a vraiment mis à l'aise sur du moyen terme, à nous projeter dans différents cas de figure. Les témoignages des 3 ONG à travers cette vidéo mettent en évidence qu'il est possible de travailler par différentes approches son modèle économique. Pour autant, toutes semblent passer par les mêmes étapes clés. La première étape consiste à établir un diagnostic de son ONG permettant de mettre en lumière ses points de faiblesse, les menaces éventuelles venant de l'extérieur, mais également les forces et les opportunités à saisir. Au-delà de ce diagnostic, il s'agira également de construire une ambition et une vision commune sur l'avenir de son ONG. Où est-ce qu'on veut être dans 5 ans? Quelle place veut-on donner à notre structure? La deuxième étape consiste à explorer les différentes hypothèses ou les différents scénarios qui nous permettront de tendre vers notre ambition. Il s'agit ainsi d'ouvrir une étape créative et de pouvoir ensuite sélectionner le scénario prioritaire. Dans notre troisième étape, ce scénario prioritaire va pouvoir être décliné sur les différentes dimensions pour anticiper les répercussions économiques, mais également les répercussions organisationnelles, fonctionnelles, partenariales éventuelles. La dernière étape consiste à décliner le scénario dans un plan d'action permettant à l'ensemble des équipes de disposer d'une feuille de route claire. Merci aux ONG pour leurs témoignages, Oxfam France, Envol Vert, Habitat Cité, Soltis, Bibliothèques sans frontières.
Pour en savoir plus, n'hésitez pas à télécharger le guide « Faire évoluer son modèle économique, pourquoi et comment » sur le site de Coordination Sud, coordinationsud.org.